14 juillet 1943. Camp Crossville, Tennessee. 9h27, sous un soleil de plomb qui rendait les tôles des baraques presque transparentes à la chaleur. Le bruit le plus étrange n'était pas celui des bottes sur la passerelle, ni le froissement des uniformes. C'était un petit sifflement effervescent quand la capsule sauta et que la bouteille s'ouvrit. Gefreiter Otto Bauer la tenait comme on tient une relique, les doigts encore tachés de sable saharien, l'ongle gauche fendu par une journée de corvée. Il n'avait jamais vu de tel liquide, brun, clair, pétillant, luisant au soleil comme si on l'avait mis en bouteille avec la lumière elle-même. La mousse grésillait sur les lèvres du goulot et, quand il porta la bouteille à sa bouche, le monde se réarrangea en un instant. « C'est du Coca-Cola », expliqua presque apologétique le gardien à l'autre bout de la table, Caporal James Miller, sourire facile, casquette de l'armée américaine enfoncée, moustache rousse. 500. Tout le monde en boit. Les gamins en achètent à la sortie de l'école. La phrase, banale aux oreilles américaines, sonna comme une hérésie dans la tête d'Otto. En Afrique du Nord, on rêvait d'un morceau de chocolat, d'un œuf frais, d'un café qui ne soit pas une boue noire sans sucre. Ici, au cœur des États-Unis, les trésors dont il avait entendu parler dans ses lettres, glace, sucre, barres chocolatées, n'étaient pas des rumeurs. Ils clignotaient, accessibles, affichés à prix fixe dans une échoppe militaire, à la portée d'une paye journalière de prisonniers. Autour d'eux, le camp respirait. Les baraques chauffées, l'eau courante, les latrines à chasse d'eau, les lumières électriques jusque tard, autant de détails techniques que les soldats allemands notaient dans un carnet mental où s'alignaient désormais 2 colonnes, ce que la propagande avait dit et ce que leurs yeux voyaient. Sur la table du mess, des sacs de sucre ouverts, des boîtes d'œufs, des pains frais. Sur les étagères de la cantine, Coca-Cola, Hershey, Mars, conserves en rangées nettes comme des soldats bien dressés. Les camelots du camp échangeaient des confiseries contre des cigarettes, et les gardiens souriaient, parfois trop, comme s'ils possédaient une certitude molle que rien de terrible ne viendrait d'un peuple qui partageait ses sucreries. La première gorgée fut une petite révolution intérieure. Otto sentit le gaz piquer sa langue, le sucre fondre comme une promesse, et avec chaque bulle s'effaçaient des décennies d'images. La glorification de l'austérité, la fierté du manque, la rhétorique qui tenait la privation pour vertu. Le contraste était brutal, non pas une leçon explicite, mais une révélation sensorielle. La matière de l'ennemi ne se limitait pas à ses armes, elle s'incarnait dans des choses banales, routinières, courantes. Des choses qu'un régime ne pouvait confisquer sans arracher au peuple son quotidien. Ce tableau ne naquit pas dans un vide. Le débarquement en Tunisie, la reddition de l'Africa Corps en mai, avait jeté des centaines de milliers de vétérans sur les quais et dans les convois. Nombre d'entre eux, rompus par le désert et l'hiver, s'attendaient au pire, à la faim, aux brimades, à la vengeance. Au lieu de cela, on offrit des rations américaines, des K-rations pleines de biscuits, fromages traités, barres de fruits, cafés instantanés, et des pancakes, des œufs et du lait, servis 3 heures après la reddition comme si la bonté était une tactique de guerre. Un officier allemand le dira plus tard devant la Croix-Rouge, « On s'attendait à être affamés. Les Américains nous ont mieux nourris que notre propre armée. » Cette phrase, grave et simple, commençait à expliquer pourquoi la petite bouteille brune avait plus d'effet qu'un tract. Sur les Liberty Ships qui traversèrent l'Atlantique, les prisonniers étaient traités, en termes de subsistance, comme des passagers. Pain frais, viande, légumes, café sucré et parfois crème glacée. La glace, en pleine mer, servie le 4 juillet, était une absurdité transcendante. La mer, froide et infinie, voyait des hommes qui avaient connu la faim tenir des coupes d'ice cream entre leurs mains. Comment croire que l'Amérique était faible quand elle pouvait se permettre de donner de la crème montée à ses ennemis? Partout, la distribution fonctionnait. Réfrigérateurs sur les quais, machines à glace dans les camps, camionnettes chargées de canettes et de cartons. Les prisonniers découvrent non seulement des denrées, mais un système qui fabrique l'abondance. Standardisation, contrôle de qualité, logistique. Des mots qui, jusqu'alors, n'étaient pour eux que des abstractions. Chaque gorgée, chaque bouchée devenait une leçon.
La transformation psychologique commençait, lente comme la fonte d'un glaçon, implacable comme l'algèbre de la production. Otto posa la bouteille vide sur la table, la capsule roulée entre ses doigts callosés. Autour de lui, d'autres visages changèrent de registre. De la défiance à la surprise, de la suspicion à un plaisir coupable. Ce qui était au départ une simple curiosité gustative se muait en métaphore. Le soda pétillant était la preuve tangible que l'ennemi disposait de ressources non seulement militaires, mais industrielles et sociales, capables de soutenir une normalité que l'Allemagne avait perdue. Les gardes, tranquilles, reprirent leur ronde, tandis que dans le regard des prisonniers, quelque chose d'irréversible prenait forme. La leçon ne serait pas immédiate. Elle s'infiltrera par la bouche, le ventre, la vue. Elle remplacera l'argument théorique par l'expérience vécue. Mais pour la première fois, en ce matin d'été, Otto comprit que la guerre ne se gagnait pas seulement sur les fronts, mais aussi dans les cuisines et les étagères. Et cette réalisation, à la fois douce et dévastatrice, allait, lentement, changer le monde qu'il croyait connaître. Août 1943. À bord du Liberty Ship USS General M.B. Stewart, quelque part au milieu de l'Atlantique, les vagues frappaient la coque d'acier comme un battement de tambour, régulier, puissant. Mais ce n'était pas le vacarme de la mer qui fascinait les prisonniers allemands ce jour-là. C'était la musique d'une machine à crème glacée. Dans la cuisine du navire, le mécanisme tournait, grinçait légèrement, et un parfum de vanille se répandait, invraisemblable, presque insultant dans ce décor de guerre. Un marin américain, torse nu, tatoué, actionnait la manivelle d'une machine à glace. Autour, 10 soldats allemands, encore incrédules, observaient. Ils étaient en route vers l'inconnu, vers cette Amérique qu'ils avaient appris à haïr. Et pourtant, à cet instant, ils ne voyaient qu'une cuve de métal remplie d'une matière blanche et douce, symbole d'un monde qu'ils n'avaient jamais connu. « De la glace, ici, en pleine mer ?» murmura un sous-officier allemand, incrédule. « Bien sûr, faut bien fêter le 4 juillet ?» répondit le cuisinier en riant. Cette scène surréaliste allait s'imprimer dans la mémoire collective des prisonniers, la glace fondant lentement dans une mer de fer. Ils comprirent confusément que ce n'était pas seulement une friandise, c'était un message. L'Amérique pouvait produire du luxe au milieu de la guerre, du plaisir au cœur du conflit. Sur ces navires de transport, on servait 3 repas par jour. Pain frais, viande, légumes, café sucré, beurre. Des chiffres s'inscrivaient silencieusement dans les esprits allemands. 3500 calories quotidiennes, plus que ce que recevaient les soldats allemands au front. Ces rations, notées avec soin par les intendants américains, n'étaient pas un privilège, mais une norme. Le système produisait plus que ce qu'il consommait, une logique étrangère à l'économie d'austérité nazie. Quand les navires atteignirent Norfolk, en Virginie, la révélation se poursuivit. Les prisonniers virent le port s'étendre sur des kilomètres, des grues géantes soulevant des cargaisons de sucre, de blé, de viande, de machines. Ce qu'ils voyaient n'était pas une nation en guerre, c'était une nation d'abondance en guerre. À Norfolk, ils eurent droit à un premier aperçu de l'Amérique réelle. Des entrepôts de ravitaillement regorgeaient de produits dont les étiquettes brillaient, Hershey, Nestlé, Mars. Dans les magasins pour ouvriers, les prisonniers virent des rangées de barres chocolatées vendues 500, le même prix que le Coca-Cola qu'ils avaient goûté. Les gardes, en souriant, leur expliquèrent que ces produits étaient accessibles à tous, qu'un enfant pouvait en acheter autant qu'un banquier. Le trajet en train vers le Tennessee renforça la leçon. Au lieu de wagons à bestiaux, les prisonniers furent installés dans des compartiments avec banquettes et fenêtres. Dans les wagons-restaurants, des serveuses en uniforme servaient du poulet frit, des légumes, du café chaud et des parts de tarte. Ce n'était pas un traitement de faveur, mais un service standard. Ce mot, standard, résonnait comme un coup de tonnerre dans la conscience allemande. Ici, la qualité et le confort n'étaient pas réservés à une élite. Quand ils arrivèrent au camp Crossville, l'étonnement devint incrédulité. Le camp s'étendait sur des hectares de collines verdoyantes, avec des baraquements chauffés, de l'eau chaude, des toilettes à chasse d'eau.
Le soir, les prisonniers découvrirent les PX Stores, petites boutiques gérées par l'armée. On y vendait tout, cigarettes, bières légères, fruits, gâteaux, mais surtout Coca-Cola et glace. Les registres de l'armée indiquent qu'en moyenne, chaque camp recevait entre 200 et 300 caisses de Coca-Cola par semaine. Les prisonniers gagnaient 80 centimes par jour pour leurs travaux, ce qui leur permettait d'acheter jusqu'à 16 bouteilles ou barres chocolatées. En Allemagne, ces produits n'existaient même plus. Ici, ils étaient aussi banals que le pain. Pour les ingénieurs et techniciens parmi les captifs, cette constance du goût, le Coca-Cola identique du Maine au Texas, était fascinante. Ils prenaient des notes mentales, observaient les camions de livraison, les entrepôts, les circuits logistiques. Ils comprenaient peu à peu qu'ils assistaient à un phénomène industriel inconcevable pour leur patrie, la démocratie appliquée à la production. Pendant ce temps, les gardiens riaient. Ils partageaient parfois une glace avec les prisonniers ou laissaient ces derniers travailler dans les cuisines. Là, dans les salles froides où l'on fabriquait la crème glacée, l'idée même de hiérarchie fondait. Les ennemis de la veille observaient les recettes, mesuraient les proportions de sucre et de crème et notaient dans leur tête la précision d'un système capable de produire le plaisir comme une science. Une nuit, Otto Bauer, toujours lui, écrivit dans son carnet « Nous pensions qu'ils étaient faibles parce qu'ils vivaient dans le confort, mais leur confort est une force. Chaque bouteille, chaque barre de chocolat est un produit d'usine, une victoire logistique. Leur douceur est leur arme. » Dans le silence du camp, la leçon prenait racine. L'Amérique ne se contentait pas de vaincre sur les champs de bataille. Elle gagnait dans les esprits, par la démonstration tranquille de son excès organisé. Les gardiens ne le savaient pas, mais chaque gorgée de Coca-Cola qu'ils laissaient à un prisonnier allemand était une victoire idéologique. Une victoire que ni les canons, ni les chars, ni même les discours n'auraient su obtenir. Novembre 1943, camp Aliceville, Alabama. La chaleur moite du sud avait laissé place à un automne doux, et dans le grand mess hall du camp, les prisonniers s'installaient pour le repas du soir. L'odeur de pain chaud, de sucre caramélisé et de café traversait les murs. Otto Bauer, désormais affecté à la cuisine, versait du sucre dans un grand bac. Son regard s'arrêta sur un sac éventré au sol. 100 livres de sucre durcis par l'humidité. Un cuisinier américain haussa les épaules et ordonna de le jeter. Les Allemands restèrent pétrifiés. « Le jeter » demanda Otto, incrédule. « Oui, on recevra un autre sac demain matin. » C'était impensable. En Allemagne, ce sucre aurait été passé à la vapeur, séché, réutilisé. Ici, on le jetait sans hésitation. Ce n'était pas du mépris, c'était de la confiance. Une confiance dans un système qui produisait plus qu'il ne consommait. Le lendemain, Otto comprit ce que cela signifiait. Sur les tables du mess, des bols remplis de sucre restaient disponibles à volonté. Les prisonniers sucrèrent leur café jusqu'à saturation, parfois par pur défi. Le sucre, cette denrée de luxe chez eux, était ici banale, presque ennuyeuse. Dans cette banalité se cachait une leçon terrible. L'Amérique avait transformé le luxe en routine. Les menus affichaient désormais des plats que les soldats de l'Afrika Korps n'avaient pas vus depuis des années. Gâteaux, biscuits, tartes. Les cuisines de l'armée recevaient chaque semaine des sacs de farine et de sucre par tonnes entières, et la plupart des camps disposaient de leur propre boulangerie. L'ennemi, celui qui devait incarner la décadence, se révélait capable d'un miracle quotidien, nourrir tout le monde, même ses prisonniers. Le jour de Thanksgiving 1943 acheva d'ébranler les certitudes. Dans toutes les prisons du pays, du Texas au Wisconsin, les prisonniers allemands se virent servir le même repas que les soldats américains. Dinde rôtie, purée, sauce brune, patates douces, pain de maïs, tarte au potiron et lait. Otto et ses camarades fixaient leurs assiettes comme s'ils participaient à une mascarade. « Pourquoi nous donner la même chose qu'à vos soldats ?» demanda un officier allemand à un gardien. « Parce qu'on fête, pas parce qu'on compte », répondit simplement l'Américain. Les chiffres, une fois de plus, parlaient d'eux-mêmes, des centaines de milliers de repas identiques servis à la même heure sur tout le territoire.
L'organisation logistique de ce festin national en pleine guerre dépassait toute imagination européenne. Ce jour-là, les prisonniers burent du lait frais, un produit devenu mythique en Allemagne. Certains en pleurèrent. Puis vint Noël. Et avec lui, un miracle encore plus déroutant, des colis de civils américains. Des paquets remplis de gâteaux faits maison, de cigarettes, de savon, de livres, de jeux de cartes, de bonbons. Ces cadeaux venaient de gens qui avaient des fils ou des maris tués par la Wehrmacht, et pourtant ils envoyaient des douceurs aux prisonniers ennemis. À Tonkawa, en Oklahoma, les habitants de la ville apportèrent eux-mêmes des biscuits et du chocolat au camp voisin. À Hearne, au Texas, des groupes d'églises vinrent chanter des cantiques et offrir des confiseries. Le choc psychologique fut immense. Ces gestes de bonté détruisaient ce que la propagande nazie avait martelé pendant des années, que l'Amérique était égoïste, matérialiste, inhumaine. Un sous-officier allemand écrira plus tard « J'ai compris que nous avions perdu bien avant Stalingrad. Nous avons perdu le jour où nos ennemis ont choisi d'être meilleurs que nous. » Et pourtant, la transformation ne se limitait pas à la morale. En 1944, les besoins en main-d'œuvre américains augmentèrent et des milliers de prisonniers furent envoyés travailler dans les champs, les conserveries, les usines. Otto fut affecté à une exploitation agricole dans le Michigan, où il découvrit l'abondance à sa source. Les vergers débordaient de fruits. Des tonnes de cerises étaient cueillies chaque jour pour fabriquer ces garnitures rouges brillantes, les maraschino cherries, qu'on déposait sur les coupes de glace. Otto regarda les ouvriers trier des kilos de fruits parfaitement comestibles simplement parce qu'ils étaient trop petits ou trop moches. En Allemagne, ces fruits auraient nourri des familles entières. Ici, ils servaient à nourrir les porcs. Dans les conserveries, les Allemands observèrent la précision industrielle américaine. Machines calibrées, inspection sanitaire rigoureuse, cadence réglée au millimètre. Et surtout, la vitesse. Chaque jour, ils produisaient plus que ce que certaines régions d'Allemagne pouvaient produire en un mois. Puis vint la révélation des écoles américaines. En travaillant près des villes, les prisonniers virent les enfants sortir à midi pour recevoir un repas chaud. Lait, viande, légumes. Certains avaient même droit à de la glace. Ce spectacle fit trembler leur certitude. Les enfants américains mangeaient mieux que les soldats allemands. Chaque observation ajoutait une pierre au monument de l'incompréhension. Cette démocratie sans discipline militaire, sans uniforme, sans peur, fonctionnait pourtant mieux que leur Reich prétendument supérieur. Otto Bauer écrivit dans une lettre censurée avant son envoi « Ils disent qu'ils se battent pour la liberté. J'ai compris aujourd'hui ce que cela veut dire, la liberté de donner à manger à tous, même aux ennemis. Dans le fracas des cuisines, dans le froid des entrepôts, les anciens soldats du désert découvraient que la guerre américaine se menait avec des ustensiles, des moteurs, des recettes, et avec une philosophie, produire pour tous, consommer ensemble, partager sans crainte. Le sucre, la glace et le Coca-Cola étaient devenus des armes de rééducation, invisibles mais fatales à tout un système de croyances. Printemps 1945, Camp Hearne, Texas. La guerre s'achevait, mais le parfum sucré de la cantine restait le même. Au moment où l'Europe s'effondrait sous les bombes, les prisonniers allemands d'Amérique prenaient du poids. Leurs uniformes, jadis serrés par la fatigue et la privation, commençaient à flotter. Dans les registres médicaux américains, une note revenait souvent « État de santé amélioré depuis la capture ». Un paradoxe historique, des hommes vaincus, mais mieux nourris que leurs familles restées libres en Allemagne. Le contraste devenait insoutenable lorsque les premiers films d'actualité arrivèrent dans les camps. Images de GI distribuant des barres de chocolat aux enfants allemands faméliques, de soldats américains tendant des rations à des survivants de camps de concentration. Les prisonniers, assis dans les cinémas improvisés du camp, restaient muets. Devant l'écran, ils voyaient les mêmes mains qui leur servaient des Coca-Cola offrir la vie à des squelettes ambulants. Otto Bauer, dans son carnet, écrivit « Nous pensions que la guerre se gagnait par la force. Eux l'ont gagnée par la générosité. » En 1946, la plupart furent renvoyés en Europe. À leur retour, ils découvrirent un pays détruit, vidé, affamé.
Beaucoup avaient repris 10 kilos en captivité. Leur famille en avait perdu autant. Les enfants qu'ils retrouvaient n'avaient jamais goûté de chocolat. Alors, des pères rapportèrent des trésors. Barres Hershey, boîtes de café instantanées, conserves de viande, sucre raffiné. Ces douceurs, achetées dans les camps américains, devinrent les reliques d'une autre civilisation. Le choc fut immense. Ces prisonniers, témoins de l'abondance, furent parmi les premiers à soutenir la reconstruction, les plus ardents défenseurs du plan Marshall. Ils savaient, parce qu'ils l'avaient vu, que la puissance américaine n'était pas celle d'un empire, mais d'une usine. Qu'une société capable de nourrir ses ennemis n'avait pas besoin d'asservir ses alliés. La transformation avait été totale, presque mystique. Ce n'étaient plus des soldats du Reich, mais les premiers témoins d'un monde nouveau, celui où la liberté se mesurait en calories, en sucre, en choix. Les historiens, plus tard, mettraient des chiffres sur ce miracle silencieux. Prisonniers allemands aux États-Unis, 371 683. Apport calorique moyen, 3300 à 3600 calories par jour. Ration de sucre, plus de 4 kilos par mois. Glace servie régulièrement pendant l'été. Coca-Cola, 5 centimes la bouteille, illimitée. En Allemagne, au même moment, ration moyenne, 1200 à 1500 calories par jour. Sucre, 280 grammes par mois. Glace, inexistante. Boisson sucrée, aucune. Ces écarts vertigineux racontaient mieux que tous les raisons de la défaite. Là où le Reich glorifiait le sacrifice, l'Amérique glorifiait la production. Là où le nazisme exaltait la pureté, les États-Unis célébraient la diversité, jusque dans leurs friandises, chocolat, vanille, fraises, chacun libre de choisir sa saveur. Les prisonniers qui avaient goûté cette réalité devinrent les architectes d'une Allemagne nouvelle. Dans les années 1950, on les retrouva à la tête d'entreprises, d'usines, de commerces. Beaucoup participèrent à la renaissance industrielle, chaîne de production, standardisation, marketing de masse, autant de concepts observés, étudiés, intériorisés dans les camps américains. C'est ainsi que naquit, presque par ironie, une partie du Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. L'esprit de Coca-Cola et des glaces à la vanille soufflait sur une Allemagne reconstruite. Les anciens soldats du désert devinrent les premiers entrepreneurs du consumérisme allemand, convaincus qu'un peuple rassasié est un peuple pacifié. Dans les années 1970, un ancien officier de l'Africa Korps confia à un journaliste « Nous avons appris plus sur la démocratie dans les cuisines américaines qu'en lisant tous les discours de Roosevelt. Le jour où j'ai goûté ma première glace à la vanille en captivité, j'ai compris que nous avions perdu la guerre. » Et un autre, plus poétique, ajouta « Mon premier Coca-Cola, c'était comme boire le futur. » Ces hommes avaient compris que la douceur pouvait être plus subversive que la violence, que l'Amérique n'avait pas besoin de convaincre par la peur, mais par la démonstration. Qu'en offrant du sucre à ses ennemis, elle leur offrait aussi une idée, la liberté du goût, la liberté du choix, la liberté de ne pas manquer. En 1949, Coca-Cola revint officiellement en Allemagne. Très vite, les cafés et les Eisdielen, les glaciers inspirés des soda fountains américaines, fleurirent dans les villes dévastées. La glace, jadis symbole de déraison, devint celui de la Renaissance. Les rayons des épiceries se remplirent de tablettes de chocolat, et les enfants, qui n'avaient connu que la faim, goûtèrent enfin à la promesse du sucré. Derrière cette révolution silencieuse, il y avait les anciens prisonniers. Eux savaient que le goût du Coca-Cola et la texture d'une glace pouvaient contenir tout un modèle de société. Un modèle fondé non sur la peur, mais sur la profusion. Des décennies plus tard, un historien résuma cette métamorphose. Les Américains n'ont pas rééduqué les prisonniers allemands, ils les ont nourris, et cela a suffi. Épilogue. L'histoire de ces hommes démontre une vérité que les canons ne peuvent pas détruire. Il existe des victoires sans violence. Là où la force échoue, la douceur triomphe. Là où la haine divise,
la générosité désarme. Dans le tumulte du XXe siècle, la plus puissante des armes américaines n'était ni la bombe atomique, ni les chars Sherman. C'était une bouteille de Coca-Cola, servie froide, à 500, à un ennemi stupéfait. C'était une boule de glace, offerte un jour d'été à un homme qui croyait ne plus jamais connaître la douceur. Parce qu'au fond, cette guerre-là, la guerre des esprits, fut gagnée par une idée simple, qu'un pays assez fort pour partager son abondance n'a plus besoin d'écraser ses ennemis. Et dans le silence des archives, cette vérité continue de briller comme une bulle d'air dans une bouteille brune. La démocratie, parfois, a le goût du sucre et la texture d'une glace fondante.